Chaque jour, tu mènes une guerre, même si personne d'autre ne la voit. Pas contre le monde, mais contre toi-même. Contre cette voix qui te dit « demain », contre la fatigue qui t'arrête, contre la peur qui te murmure que cela ne vaut pas la peine. C'est la véritable bataille, celle qui se livre en silence, lorsque personne ne te regarde. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré. Tu as besoin d'avoir de la volonté, parce que la motivation s'éteint rapidement, mais la discipline reste même lorsque tout devient sombre. La différence entre les forts et les faibles ne réside pas dans la chance, mais dans ce qu'ils font lorsqu'ils n'ont pas envie. Comment ils se lèvent sans attendre d'applaudissements, sans chercher d'excuses, sans dépendre de rien ni de personne. La vie ne s'arrête pas pour t'attendre. Elle te frappe, te met à l'épreuve et t'arrache le confort encore et encore. Et c'est là que tu découvres de quoi tu es fait. La douleur n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour t'entraîner. Chaque blessure a une leçon. Chaque chute te forge, et chaque jour difficile est une opportunité pour tempérer le caractère. La force de la volonté n'est pas un don, c'est une décision. C'est faire ce que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. C'est résister sans drame, avancer sans témoin, et rester ferme quand tout s'effondre. Tu n'as pas besoin de motivation pour devenir quelqu'un de fort. Tu as juste besoin de ne pas abandonner. 1. Agisse sans motivation. La motivation est inconstante. Elle apparaît quand elle veut et disparaît juste quand tu en as le plus besoin. C'est comme une étincelle. Elle s'allume, éblouit, mais s'éteint rapidement. Si tu dépends d'elle, tu vivras à moitié. Agir sans motivation, c'est construire un feu sans attendre l'étincelle. C'est bouger même s'il n'y a pas d'impulsion. C'est décider que le devoir compte plus que le désir. La volonté est le muscle le plus puissant de l'être humain. Et comme tout muscle, elle se renforce avec l'effort, pas avec l'inspiration. Chaque matin, ton esprit cherchera une excuse pour ne pas le faire. Il te dira que ce n'est pas le jour, que tu es fatigué, qu'il faut attendre un meilleur moment. Mais si tu t'arrêtes pour l'écouter, tu perdras le contrôle. Agir sans motivation signifie mettre de l'ordre au milieu du bruit mental. C'est dire à tes pensées qui commandent. Ce n'est pas une bataille facile, mais chaque fois que tu choisis de bouger malgré la fatigue, tu gagnes du pouvoir sur toi-même. Les faibles attendent de se sentir prêts pour commencer. Les forts commencent pour se sentir prêts. C'est la différence. Il n'y a pas de moment parfait, ni d'émotion idéale. Il y a les pas que tu fais quand personne ne te voit. Les jours où rien ne se passe, mais tu accomplis quand même. Les nuits où la fatigue te traîne, mais tu termines ce que tu as promis. Agir sans motivation est la base de toute discipline. C'est la décision de continuer sans dépendre de l'humeur. Marc Aurèle a écrit que nous devons nous lever chaque jour comme des soldats, parce que notre mission est de vivre avec un but, pas avec confort. L'esprit cherchera toujours le plaisir, mais l'âme cherche la croissance. Quand tu apprends à agir sans avoir besoin de te sentir inspiré, tu cesses d'être l'esclave de tes émotions. C'est toi qui choisis quand avancer, pas tes impulsions, pas tes envies, pas tes excuses. Cette liberté intérieure est le véritable pouvoir. Beaucoup disent « quand j'aurai de l'énergie, je le ferai ». Quand je me sentirai bien, je commencerai. Et cette pensée les maintient attachés à la médiocrité. L'action crée l'énergie, pas l'inverse. Quand tu bouges, le corps réagit, l'esprit s'éclaircit et l'impulsion apparaît. Attendre la motivation est comme attendre un vent favorable en plein désert. Il n'arrivera pas. Le mouvement lui-même est ce qui génère la force pour continuer à avancer. Le stoïcisme enseigne que le contrôle n'est pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu fais avec ce que tu ressens. Tu peux être fatigué et quand même accomplir, tu peux avoir peur et quand même avancer. La volonté ne nie pas les émotions, elle les domine. Et avec le temps, cette domination devient naturelle. Celui qui agit sans motivation entraîne l'âme à résister, l'esprit à se concentrer et le corps à répondre, sans dépendre de l'humeur. Agir sans motivation n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est comprendre que ce qui est juste ne se sent pas toujours bien, mais te renforce toujours. Chaque action que tu fais quand tu ne veux pas le faire vaut le double, parce qu'elle n'a pas été impulsée par le plaisir, mais par la conviction. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui restent à rêver réside dans ce petit instant
où le fatigué se lève et le motivé s'arrête. Fais-le sans envie, sans humeur, sans enthousiasme si nécessaire, mais fais-le. Parce que chaque fois que tu accomplis sans attendre la motivation, tu t'entraînes pour les jours les plus difficiles, ceux qui définissent vraiment qui tu es. Il n'y a pas de croissance dans le confort, ni de progrès dans l'attente. Il y a transformation dans la constance, dans la décision silencieuse de continuer quand il n'y a pas d'applaudissements, quand il n'y a pas d'émotion, quand il ne reste que l'engagement. La motivation te pousse, mais la discipline te maintient. L'action sans motivation est le fondement de toute force mentale. 2. Utilise la douleur comme force. La douleur est comme le feu, elle détruit ou forge selon la façon dont tu l'utilises. Il y a ceux qui se brûlent et se plaignent, et il y a ceux qui apprennent à marcher parmi les flammes. Dans la vie, il ne s'agit pas d'éviter le feu, mais d'apprendre à y résister sans perdre sa forme. Quand quelque chose te fait mal, quand quelque chose te brise, c'est là le point exact où tu peux te reconstruire plus fort. Le problème est que la plupart fuient la douleur, comme si c'était une malédiction, alors qu'en réalité, c'est le maître le plus sage qui existe. Chaque coup, chaque perte, chaque trahison a la capacité de t'enseigner quelque chose que le confort ne pourrait jamais. On n'apprend rien des jours faciles, parce que l'âme ne grandit pas quand tout va bien. Elle grandit quand quelque chose en toi se brise et que tu décides de ne pas abandonner. La douleur n'est pas injuste, elle est nécessaire. Elle t'enseigne ce qui compte vraiment, elle te montre qui tu es sans masque et te force à regarder en face ce que tu évitais tant. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Sénèque disait qu'aucun homme fort ne s'est formé dans l'abondance, mais dans la difficulté. La souffrance tempérée par la raison devient une vertu, car celui qui souffre avec conscience cesse d'être une victime et devient un apprenti. Et c'est là que réside la différence. Le faible souffre sans but, le fort transforme la souffrance en moteur. Quand la vie te blesse, tu peux choisir de rester au sol ou de te relever avec une leçon de plus. Si la douleur te paralyse, tu perds. Mais si tu l'utilises comme élan, tu avances avec plus de puissance qu'avant. Chaque cicatrice que tu portes n'est pas une marque de défaite, c'est une médaille de résistance. Celui qui ose continuer malgré la douleur commence à maîtriser son destin. Non pas parce qu'il ne ressent plus rien, mais parce qu'il a appris à ne pas se laisser gouverner par ce qu'il ressent. Utiliser la douleur comme force ne signifie pas nier ce qui fait mal. Cela signifie le transformer. Cela signifie le regarder avec fermeté et lui dire « Merci ». Parce que tu m'as rendu plus fort. Tout ce qui t'a fait tomber, si tu l'affrontes avec sagesse, se transforme en énergie pure. La douleur canalisée correctement devient concentration, devient détermination, devient volonté inébranlable. Le monde ne s'arrête pas pour te consoler. Et il n'a pas à le faire. La douleur te façonne pour que tu sois capable de te tenir seul, pour que tu ne dépendes pas de la compassion des autres, pour que tu apprennes à faire confiance à ta propre force. Quand tu comprends cela, tu cesses de voir l'adversité comme un châtiment et tu commences à la voir comme un outil. Ce qui fait mal aujourd'hui devient ta plus grande force demain. Apprends à observer la douleur sans peur. Écoute-la, déchiffre son message et ensuite transforme-le en action. Chaque fois que tu choisis d'avancer au milieu de la souffrance, tu te rapproches un peu plus de ta version la plus forte. Il n'y a pas de croissance sans inconfort, pas de grandeur sans lutte, pas de transformation sans douleur. Mais celui qui utilise sa douleur comme force ne recule plus, parce qu'il comprend que le feu ne détruit pas l'acier, il le forge. 3. Affronte la journée avec fermeté. Chaque aube est comme un terrain d'entraînement invisible. À peine ouvres-tu les yeux, le monde te lance déjà des épreuves. La fatigue, la routine, l'incertitude, tous arrivent tôt. Et tandis que beaucoup se plaignent de ce qu'ils doivent le vivre, d'autres se préparent simplement et avancent. La vie ne va pas devenir facile, ni te donner des signes de quand est le bon moment. La fermeté ne consiste pas à attendre que la journée te sourie, mais à décider de rester debout même si elle te frappe fort. Il y a ceux qui se lèvent en attendant que l'enthousiasme arrive pour commencer, mais ceux qui réussissent savent que l'enthousiasme se crée en agissant.
Il n'y a pas de rituel secret ni de mots magiques, seulement un choix. Continuer peu importe comment tu te sens. Affronter la journée avec fermeté, c'est se lever sans négocier avec la paresse. C'est sortir dans le monde avec l'esprit éveillé et le cœur discipliné. Parce que si tu ne maîtrises pas ton matin, le reste de la journée te maîtrise. La fermeté commence dans les premières minutes après le réveil, lorsque tu décides si tu vas suivre tes excuses ou ton but. La plupart ne manquent pas de talent, mais de constance. Ils abandonnent dès que la fatigue apparaît. Ils veulent des résultats sans résistance, du progrès sans effort. Mais la fermeté est testée juste là, dans les jours où rien ne se passe, dans les jours où personne ne t'applaudit. C'est là que se construit la vraie force, quand tu continues à pousser même si tu as l'impression que rien ne change. Les stoïciens le savaient bien. Chaque jour est une bataille intérieure, et l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans cette voix qui murmure « pas aujourd'hui ». Affronter la journée avec fermeté, c'est faire taire cette voix par l'action. Il y a des matins où le corps est lourd et l'esprit doute, mais la discipline ne demande pas si tu te sens prêt, elle agit simplement. Parce que l'engagement envers soi-même ne dépend pas de l'humeur, il dépend de la décision. Celui qui affronte la journée avec fermeté comprend que son devoir est au-dessus de son désir. Tu n'as pas besoin de te sentir bien pour faire ce qui est juste, tu as besoin de caractère. C'est la différence entre vivre à la merci de ce qui se passe ou vivre avec une direction. Le ferme ne cherche pas le confort, il cherche la croissance. Et il sait que chaque jour difficile entraîne son esprit pour ce qui vient. Le soleil se lève pour tous, mais tous n'en profitent pas de la même manière. Certains l'utilisent comme une excuse pour continuer à dormir, d'autres comme un signe qu'ils ont une autre opportunité de résister. La fermeté se cultive dans ces petits choix qui semblent insignifiants. Se lever tôt, tenir ses promesses, garder sa parole même quand personne ne le remarque. Cette cohérence, répétée jour après jour, est ce qui transforme un esprit faible en un esprit inébranlable. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Quand l'adversité apparaît, la plupart cherchent refuge, mais celui qui affronte la journée avec fermeté se redresse et regarde en face. Non pas parce qu'il n'a pas peur, mais parce qu'il sait que renoncer ne fait que l'affaiblir. Si tu apprends à rester ferme les jours gris, les jours ensoleillés deviennent un cadeau, pas une nécessité. La fermeté est la racine de toutes les vertus, car celui qui la maîtrise peut construire n'importe quoi. N'attends pas moins de difficultés, attends plus de force. À la fin, la journée sera toujours aussi dure que ton esprit le permet. Garde le regard haut, respire profondément et souviens-toi. Si le monde ne s'arrête pas, tu ne devrais pas non plus. 4. Contrôle ton esprit. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. C'est comme un cheval sauvage. Si tu ne le domines pas, il te traîne dans la boue. Si tu apprends à le guider, il t'emmène loin. La plupart des gens vivent en étant traînés par leurs pensées, croyant que chaque émotion est un ordre et chaque peur une vérité. Mais celui qui cherche la force intérieure comprend que l'esprit ne se soumet pas, il se forme. Le contrôler ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais le diriger avec un but. Chaque pensée que tu tolères sans questionner devient une graine. Si tu sèmes le doute, la faiblesse grandira. Si tu sèmes le contrôle, la force fleurira. L'erreur commune est de penser que l'esprit se calme de lui-même. Il ne le fait pas. L'esprit se discipline comme le corps, avec répétition, avec pratique, avec une vigilance constante. Tu ne peux pas empêcher l'apparition de pensées négatives, mais tu peux décider de ne pas les nourrir. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui répond, entre celui qui déborde et celui qui reste en contrôle, même au milieu du chaos. Quand tu perds le contrôle de ton esprit, tout devient instable. Tes émotions dominent tes décisions, ton énergie se disperse et ta volonté s'affaiblit. C'est pourquoi les stoïciens répétaient encore et encore que nous ne contrôlons pas les faits, seulement comment nous les interprétons. Le contrôle mental commence lorsque tu comprends que l'extérieur ne peut pas te détruire. Seuls tes jugements peuvent le faire. Celui qui maîtrise ses jugements n'a pas besoin que la vie soit juste. Il a seulement besoin de clarté pour y faire face. Le monde moderne vit dans un bruit constant,
et ce bruit pénètre dans l'esprit jusqu'à le rendre fragile. Chaque notification, chaque comparaison, chaque stimulus inutile affaiblit l'attention. Mais tu n'as pas à faire partie du bruit. Contrôler ton esprit, c'est apprendre à te déconnecter du chaos extérieur pour te reconnecter à ton but intérieur. C'est filtrer ce qui entre, c'est choisir avec quoi tu nourris tes pensées. L'esprit ne se renforce pas avec des distractions, il se renforce avec le silence, avec la concentration, avec la direction. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu ne le soignes pas, les mauvaises herbes pousseront et étoufferont tout ce qui vaut la peine. Prendre soin de ton esprit, c'est surveiller ce que tu consommes, ce que tu répètes, ce que tu permets d'y habiter. Je ne peux pas avoir un esprit fort si tu nourris toute la journée l'insécurité et le doute. La discipline mentale consiste à t'observer sans te juger, à identifier les pensées qui te sabotent et à les remplacer par des actions qui te soutiennent. Il ne suffit pas de penser différemment, il faut vivre différemment. Celui qui contrôle son esprit ne se laisse pas entraîner par la colère ni paralysé par la peur. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne se rend pas à ce qu'il ressent. Il est capable de rester calme au milieu de la tempête, parce que son centre ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Cette sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le type de force qui ne crie pas, qui n'a pas besoin de s'imposer, parce qu'elle se domine déjà elle-même. Contrôler l'esprit est l'art le plus difficile et le plus important de tous. Rien dans la vie ne change jusqu'à ce que tu changes ta façon de penser. Chaque fois que tu t'arrêtes avant de réagir, que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, que tu transformes la peur en concentration, tu gagnes du terrain en toi. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ton esprit, et c'est déjà avoir le plus grand pouvoir qui existe. Quand tu le comprends, le bruit s'éteint. Le chaos perd de sa force et tu reprends le contrôle de ta propre vie. 5. Brise ta zone de confort. Le confort est comme un poison doux. Au début, il te calme, te fait te sentir en sécurité, mais peu à peu, il t'endort jusqu'à te voler ton élan. Rien ne détruit plus de rêve que l'habitude de rester là où tout semble sûr. Ce qui est confortable ne te défie pas, ne te demande pas, ne te pousse pas à grandir. Il te fait te sentir bien, oui, mais en même temps, il te maintient exactement là où tu es. Et c'est là le vrai danger, vivre sans avancer, sans risquer, sans te tester. Le confort se déguise en stabilité, mais en réalité, c'est une cage invisible. Il te convainc que tu vas bien, alors qu'au fond, tu sais que tu pourrais être beaucoup plus. Briser cette zone de confort n'est pas une folie, c'est une nécessité. C'est le point où tu choisis de te mettre mal à l'aise pour évoluer. Parce que si tu ne le fais pas, la vie s'en chargera pour toi. Tôt ou tard, ce qui ne grandit pas pourrit, et ce qui n'avance pas stagne. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est le rappel qu'il y a encore des chemins que tu n'as pas parcourus. Sortir du confort ne signifie pas tout détruire, cela signifie oser être différent. Parfois, le changement commence par les gestes les plus petits. Se lever plus tôt, abandonner une mauvaise habitude, dire non à ce qui ne t'ajoute plus rien. Le plus difficile n'est pas de le faire une fois, mais de le maintenir. L'esprit résistera, car il aime ce qui est prévisible. Mais celui qui maîtrise son esprit comprend que le progrès n'est pas confortable. La croissance fait mal, et cette douleur est la preuve que tu es vivant, que tu te diriges vers quelque chose de plus grand. Les stoïciens savaient que l'âme ne se renforce qu'en temps d'adversité. Sénèque le disait clairement, « Aucune mer calme n'a fait un marin expert. Tu ne deviens pas quelqu'un de fort en restant là où tout est facile. L'effort, l'incertitude et le risque sont les éléments qui forgent le caractère. Si tu évites l'inconfort, tu évites aussi le progrès. Celui qui ne cherche que le plaisir perd le contrôle de lui-même. Celui qui accepte l'inconfort conquiert son destin. Briser la zone de confort signifie aussi laisser derrière soi des personnes, des environnements et des pensées qui ne te correspondent plus. Cela signifie arrêter de te justifier, d'arrêter de répéter « c'est comme ça que je suis ». Rien en toi n'est destiné à rester immobile. Si l'esprit ne s'élargit pas, il se flétrit. Si l'âme ne se défie pas, elle s'endort. La peur du changement est naturelle, mais céder à elle est une forme de reddition. Tu n'as pas à te sentir prêt,
Tu as juste à commencer. Chaque pas que tu fais hors du terrain connu te rend plus fort, plus conscient, plus maître de toi. Le progrès est inconfortable, mais cet inconfort est temporaire. Ce qui vient après, la satisfaction d'avoir avancé, vaut chaque seconde d'effort. Il n'y a pas de sensation plus puissante que de regarder en arrière et de voir que tu n'es plus la même personne qu'avant. C'est ça la croissance. Elle ne s'achète pas, elle ne s'enseigne pas, elle se gagne par le sacrifice. Lorsque tu oses franchir la ligne de la peur, tu découvres que ce qui te retenait n'était qu'une illusion. Le confort promet la sécurité, mais te vole la liberté. Dehors, dans l'inconnu, se trouve ta vraie vie. Le risque ne détruit pas, il polit. L'incertitude ne faiblit pas, elle éveille. Chaque fois que tu choisis de faire quelque chose qui te met mal à l'aise, tu t'élargis. Chaque fois que tu relèves un défi que tu évitais auparavant, tu te transformes. C'est ça, briser ta zone de confort. Laisser derrière toi la version limitée de toi et ouvrir l'espace pour une version plus forte, plus claire et plus capable. Alors n'aie pas peur de l'inconfort, embrasse-le. Cherche des lieux, des expériences et des décisions qui te défient. Tu n'as pas besoin que le chemin soit facile, tu as besoin qu'il t'enseigne. La vie ne récompense pas ceux qui se contentent, mais ceux qui osent. 6. Grandis en silence. La véritable croissance est comme celle des racines sous la terre. On ne la voit pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle soutient tout ce qui fleurit par la suite. Alors que beaucoup cherchent la reconnaissance, le fort apprend à se renforcer sans témoin. Parce que le bruit distrait, les applaudissements trompent et la validation externe affaiblit. La véritable évolution se produit lorsque personne ne t'observe, lorsque tu es seul avec toi-même et que tu choisis de continuer à construire sans attendre d'approbation. Grandir en silence n'est pas se cacher, c'est se concentrer. C'est comprendre que pendant que les autres parlent de progrès, tu le pratiques. Que pendant que le reste cherche à être admiré, tu cherches à être meilleur. Les résultats réels ne sont pas publiés, ils se remarquent avec le temps. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit si tu es occupé à grandir. Les gens confondent visibilité et valeur, mais ce qui est précieux ne brille pas toujours. Parfois il se forge dans l'obscurité. Chaque jour que tu choisis de travailler sur toi sans le dire, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu améliores une habitude, que tu corriges une réaction, que tu affrontes une pensée négative, tu grandis sans faire de bruit. Et ce type de croissance est le plus puissant, parce qu'il ne dépend de personne. On ne peut pas le voler, on ne peut pas l'imiter. Grandir en silence, c'est construire un pouvoir interne, celui qui n'a pas besoin d'explication. Le stoïcisme a toujours enseigné que le sage ne cherche pas l'approbation. Il cherche la cohérence. Le bruit du monde moderne a fait que beaucoup vivent pour être vus, pas pour être authentiques. Mais le véritable progrès n'a pas lieu devant un public. Il a lieu dans l'esprit, dans la discipline, dans la répétition de petits actes qui semblent insignifiants, mais qui transforment ta vie avec le temps. Tu n'as pas besoin de témoins pour évoluer, tu as besoin de constance. La solitude cesse d'être une punition lorsque tu comprends que c'est là que l'âme se affine. Pendant que le monde court à la recherche d'attention, tu peux utiliser le silence pour te renforcer, pour t'écouter, pour rediriger tes pensées. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace de clarté où tu peux entendre ce qui compte vraiment. Grandir sans parler est une forme de respect envers ton propre processus, parce que tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être expliqué. La croissance silencieuse a un pouvoir que le monde sous-estime. Elle te donne de la stabilité, de la maturité, de la profondeur. Elle t'apprend à agir sans attendre, à résister sans dramatiser, à gagner sans te vanter. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui crient leur progrès, mais celles qui les démontrent par leur présence, par leurs actions, par leurs résultats. Chaque avancée que tu réalises en silence est une victoire que personne ne peut ternir. Laisse tes résultats parler pour toi. Tu n'as pas besoin de justifier ton chemin, ni de convaincre quiconque de ton changement. Le temps révèle toujours qui a travaillé en silence et qui a seulement prétendu le faire. La différence réside dans la base, dans l'invisible. Les fondations solides sont construites loin du regard des autres.
Il ne s'agit pas de se cacher, mais de protéger ton énergie de ce qui est superficiel. Grandir en silence, c'est comprendre que le processus compte plus que la reconnaissance. Que tu n'es pas ici pour être admiré, tu es ici pour être authentique. Chaque heure que tu consacres à t'améliorer sans l'annoncer est un investissement dans ta force intérieure. Ne cherche pas les applaudissements, cherche l'évolution. Quand le moment viendra, ton progrès parlera de lui-même et tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Parce que la grandeur qui se construit en silence, lorsqu'elle fleurit, laisse sans voix tout le bruit qui essayait auparavant de te distraire. 7. Vis avec discipline. La discipline est le pont entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. Ce n'est pas une chaîne, c'est une clé. Imagine ta vie comme une œuvre en construction. Chaque action est une brique et la discipline est la main qui les place, même quand il n'y a ni force ni motivation. Sans discipline, les rêves s'effondrent, les promesses se diluent et les objectifs deviennent de simples mots. Avec la discipline, tout s'ordonne, tout avance, tout prend du sens. Vivre avec discipline ne signifie pas être rigide, cela signifie être constant. C'est avoir un objectif si clair que tu ne l'abandonnes pas même si cela fait mal. C'est te lever quand tu n'en as pas envie. Faire ce qui est juste même si personne ne le reconnaît. Garder le cap même quand la fatigue devient une tentation. La discipline est l'expression la plus pure du respect de soi. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré. Tu as besoin de tenir parole. Dans un monde dominé par la gratification instantanée, vivre avec discipline est un acte de rébellion. Alors que la majorité cherche un plaisir rapide et des résultats immédiats, le discipliné travaille en silence, comprenant que le progrès réel nécessite du temps. Le plaisir distrait, la discipline construit. Chaque fois que tu choisis le devoir sur le confort, tu entraînes ton esprit à résister. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, il s'agit de le faire tous les jours, même quand le corps proteste. Les stoïciens enseignaient que la vertu ne consiste pas à éviter l'effort, mais à le maîtriser. La discipline est précisément cela, l'art de transformer l'effort en habitude. Elle ne t'affaiblit pas, elle te structure. C'est le fondement sur lequel toute force repose. Celui qui vit avec discipline ne dépend pas de l'environnement, n'a pas besoin de chance, ne s'excuse pas. Il sait que le contrôle de soi vaut plus que toute circonstance favorable. Vivre discipliné, c'est mettre des limites à tes impulsions. C'est dire non à ce qui t'éloigne de tes objectifs, même quand personne ne t'oblige à le faire. C'est éteindre le bruit extérieur et écouter la voix de ton but. L'esprit indiscipliné cherche le plaisir, l'esprit fort cherche le progrès. Et cette différence définit le destin. Ce n'est pas de la chance, c'est une habitude. Ce n'est pas du talent, c'est de la répétition. Ce n'est pas de la motivation, c'est de l'engagement. Chaque jour offre une opportunité de pratiquer la discipline. Il n'est pas nécessaire de commencer par de grands gestes, il suffit de tenir les promesses que tu t'es faites. Se réveiller à l'heure que tu as dite, respecter ta routine, tenir parole. Ces petites victoires quotidiennes sont celles qui construisent le caractère. Quand tu échoues, ne te rends pas. Quand tu es fatigué, ne t'arrête pas. La discipline ne se mesure pas à la perfection, mais à la persévérance. Les gens pensent que la liberté consiste à faire ce qu'ils veulent, mais la véritable liberté est de se maîtriser soi-même. Être libre, ce n'est pas suivre tes désirs, c'est avoir le pouvoir de choisir ce qui est juste. La discipline ne te retire pas la liberté, elle te la rend. Car celui qui ne contrôle pas son esprit, son temps ni ses habitudes, vit esclave de ses impulsions. Mais celui qui se maîtrise, marche avec assurance, sans peur, sans dépendre de l'environnement. Vivre avec discipline est un engagement envers l'excellence, pas le confort. C'est comprendre que chaque sacrifice a un but, que chaque jour d'effort laisse une trace, et qu'à la fin, la douleur de la discipline est toujours plus supportable que le poids du regret. N'attends pas que le chemin soit facile, attends-toi à devenir fort. Parce que lorsque tu fais de la discipline ton mode de vie, le chaos s'ordonne, l'esprit s'éclaircit et la grandeur devient inévitable. 8. Avance, même si ça fait mal. Le progrès est comme grimper une montagne en portant du poids. Chaque pas coûte, chaque mètre exige, et il y a des moments où le corps demande à abandonner. Mais si tu t'arrêtes, le sommet disparaît.
La douleur n'est pas un signe que tu échoues, c'est un signe que tu grandis. Dans la vie, avancer ne se sent pas toujours bien, mais rester immobile fait plus mal. Ce qui te défie te transforme, ce qui te dérange te façonne, ce qui t'exige te renforce. Avancer, même si ça fait mal, est l'essence du caractère. Il ne s'agit pas d'ignorer la fatigue, mais de continuer malgré elle. Ce n'est pas faire semblant que ça ne fait pas mal, c'est accepter la douleur comme partie du processus. La plupart veulent des résultats sans effort, des réalisations sans sacrifice, une évolution sans blessure. Mais la vérité est que toute version plus forte de toi-même naît au milieu de l'effort. Personne ne se renforce dans le calme, on se renforce dans la tempête, à ce point précis où ton esprit te dit « assez » et tu choisis de continuer. La douleur ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te montrer ce que tu peux encore supporter. Chaque chute, chaque déception, chaque moment de doute est là pour te tempérer. La souffrance qui ne te paralyse pas t'entraîne. Quand le corps tremble et l'esprit résiste, l'âme apprend ce que signifie la vraie force. Les stoïciens le savaient bien. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Et celui qui choisit d'avancer au milieu de la douleur maîtrise la seule chose qui compte vraiment, son esprit. Continuer quand tout fait mal est une forme de respect envers toi-même. C'est te prouver que tu n'es pas fait pour abandonner, que tu n'as pas besoin de te sentir bien pour continuer à faire ce qui est juste. Que chaque pas, même petit, t'éloigne de la faiblesse et te rapproche de la force. Il n'y a pas de transformation sans sacrifice. Il n'y a pas de triomphe sans résistance. Tout ce qui est précieux dans la vie nécessite de traverser le feu de l'effort. La douleur nettoie aussi. Elle enlève le superficiel, détruit les illusions, te confronte à ta vérité. Quand tu avances à travers la souffrance, tu apprends à lâcher ce dont tu n'as pas besoin et à ne garder que l'essentiel. Le processus peut faire mal, mais il te réveille aussi. Il t'enseigne ce que tu es vraiment capable de supporter. Il n'y a rien de plus puissant que de te regarder au milieu de la fatigue et de savoir que, même si tout brûle, tu restes debout. Chaque jour où tu avances malgré la douleur, tu deviens une version plus résistante. Le corps peut se fatiguer, mais la volonté s'entraîne à chaque effort. Quand tu apprends à bouger au milieu de l'inconfort, la vie cesse de t'intimider. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin que les circonstances changent pour continuer. Le pouvoir est de bouger même quand le poids semble insupportable. Avancer, même si ça fait mal, n'est pas un acte d'héroïsme. C'est un choix quotidien. C'est garder le rythme quand les autres s'arrêtent. C'est faire ce qui est nécessaire sans attendre de récompense immédiate. Tu n'as pas besoin de prouver ta force avec des mots. La vraie force se prouve par la constance. La douleur passe, mais ce que tu construis pendant que tu résistes reste. Il n'y a pas de croissance sans friction, pas de succès sans sacrifice, pas de force sans douleur. Chaque pas que tu fais avec l'âme fatiguée vaut plus que 100 pas faits avec confort. C'est ainsi que les invincibles sont forgés, non pas par chance, mais par volonté. Avance, même si ça fait mal. Parce que la douleur ne te retient pas, elle te polit. Et quand tu arriveras au sommet, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque blessure était un test que tu as surmonté, pas une raison pour t'arrêter. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand tout s'effondre, il ne reste que ton silence, non pas pour abandonner, mais pour te reconstruire. La renaissance intérieure commence lorsque tu cesses de chercher des explications et que tu commences à travailler sur toi-même, lorsque tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne, seulement à te surpasser. Ce processus n'a ni applaudissements ni témoins. C'est ce point où tu apprends que la discipline guérit plus que n'importe quel réconfort, que le détachement libère plus que n'importe quelle vengeance, et que le silence, lorsqu'il naît de la force, impose plus de respect que 1000 mots. Parfois, la vie te brise pour te montrer de quoi tu es fait. Il n'y a pas de croissance sans perte, ni de force sans chute.
Mais celui qui utilise la douleur comme maître, qui transforme l'humiliation en élan et la solitude en entraînement, cesse d'être une victime et devient un individu impossible à plier. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Et cette réponse est ce qui définit ton destin. Cette vidéo ne cherche pas à te faire fuir la douleur, mais à l'utiliser comme outil. Elle ne cherche pas à te faire oublier ce qui t'a blessé, mais à le transformer en énergie pour construire quelque chose de plus grand, ta maîtrise intérieure. Tout au long de ce chemin, tu comprendras que le silence n'est pas une absence, mais un pouvoir contenu. Que pardonner n'est pas une faiblesse, mais une liberté. Et que se détacher n'est pas de la froideur, mais de la maturité. Parce que quand tu ne réagis plus, mais que tu choisis, quand tu ne supplies plus, mais que tu agis, et quand tu n'expliques plus, mais que tu avances, c'est là que tu renais vraiment. 1. Retire-toi avec silence et dignité. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en se battant, mais en sachant quand partir. Le lion ne répond pas aux aboiements des chiens, car sa présence suffit à imposer le respect. Ta sortie doit être la même, silencieuse, ferme et digne. De retirer ne signifie pas toujours te rendre. Parfois, c'est l'acte le plus élevé d'intelligence et de maîtrise de soi. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est la stratégie de celui qui a compris qu'il n'a rien à prouver. Car celui qui a le contrôle de lui-même n'a pas besoin de démontrer son pouvoir, il l'incarne. Les gens perdent de l'énergie à essayer de s'expliquer à ceux qui ont déjà décidé de ne pas les comprendre, ou à discuter avec quelqu'un qui cherche seulement à avoir le dernier mot. Le sage ne rentre pas dans ce jeu, il se retire. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il n'est plus intéressé à convaincre. Le silence, lorsqu'il naît de la maturité, en dit plus que n'importe quel discours. C'est la façon la plus percutante de clore une histoire sans tâcher ta paix. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu choisis de ne pas perdre ton équilibre, et cela, dans un monde qui vit sur des impulsions, est une forme supérieure de force. Le stoïcisme enseigne que la sérénité intérieure est plus précieuse que n'importe quelle victoire extérieure. En te retirant avec dignité, tu appliques ce principe. Tu protèges ton énergie, ton focus et ton but. Tous les conflits ne méritent pas d'attention, ni toutes les offenses une réponse. Chaque fois que tu décides de te taire plutôt que de discuter, tu envoies un message puissant que ton esprit n'est plus disponible pour le chaos. Car celui qui maîtrise son silence maîtrise son destin. Le silence est aussi une déclaration. Il dit au monde que tu n'as pas besoin de détruire pour te défendre, ni de crier pour avoir raison. Lorsque tu choisis de partir sans faire de bruit, tu rappelles à la vie que ta valeur ne dépend pas de rester là où on ne te respecte pas. Tu n'as pas à te rabaisser pour être compris. Si quelqu'un ne te valorise pas, laisse-le avec sa version déformée de toi. Le temps se chargera de montrer ce que le bruit n'a pas permis de voir. Se retirer avec dignité est une forme d'amour de soi, mais aussi de respect pour ce qui a été. Tout n'a pas besoin d'être détruit pour se fermer, il suffit de le lâcher avec conscience. Lorsque tu pars sans rancune, tu laisses de la place pour que la paix arrive. Et lorsque ton silence est plus fort que n'importe quelle explication, c'est le signe que tu as grandi. Parce que tu n'as plus besoin de vengeance, tu as besoin de repos. Tu ne veux plus prouver, tu veux juste avancer. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, se retirer calmement est un acte révolutionnaire. C'est choisir le contrôle sur la réaction, la tempérance sur la colère, la dignité sur l'ego. Il n'y a rien de plus puissant que de s'éloigner la tête haute, alors que les autres sont encore pris dans leur bruit. C'est ce qui fait la grandeur d'une personne. Non pas comment elle répond à la provocation, mais comment elle choisit de ne pas le faire. Et lorsque tu y parviens, lorsque ton silence devient ton bouclier, tu as atteint un niveau de force que personne ne peut te prendre. Car celui qui sait quand se taire, sait aussi quand renaître. 2. Transforme la douleur en force. Les tempêtes ne détruisent pas tout le monde, seulement ceux qui n'ont pas appris à danser sous la pluie. La douleur peut te briser ou te forger, cela dépend de ce que tu décides de faire avec. Quand la vie te frappe, tu as deux options, te noyer dans l'auto-apitoiement ou utiliser ce coup comme carburant.
Il n'y a pas de croissance sans inconfort, ni de sagesse sans blessure. Ce qui fait mal t'apprend ce que tu as besoin d'apprendre, même si tu ne le comprends pas au début. Les personnes fortes ne naissent pas, elles se construisent en silence, au milieu des chutes et des nuits où personne ne les voit. Chaque déception, chaque trahison et chaque perte ont une leçon cachée, mais seul celui qui ose les affronter sans fuir peut la trouver. La douleur te retire le masque, te force à voir qui tu es quand tout s'effondre. Elle t'apprend que la force n'est pas d'éviter la souffrance, mais de la traverser sans perdre ta dignité. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. Si tu transformes ta blessure en excuse, tu t'affaiblis. Si tu la transformes en entraînement, tu évolues. Tout ce qui te pèse aujourd'hui peut se transformer en muscle émotionnel si tu décides de ne pas abandonner. La douleur, quand tu la confrontes avec discipline, devient du pouvoir, parce qu'elle t'apprend à résister, à penser clairement au milieu du chaos et à ne pas dépendre de la validation des autres pour rester fort. Le problème est que beaucoup veulent guérir sans ressentir, veulent apprendre sans souffrir. Mais la vraie croissance ne vient pas d'éviter le feu, mais de le traverser avec un but. Les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse, elles sont la preuve que tu as survécu. Chaque fois que tu transformes une blessure en apprentissage, tu renais. Et cette renaissance n'a pas besoin de témoins, juste de décision. Quand la colère apparaît, ne la réprime pas, canalise-la. Utilise cette énergie pour construire ce que tu as dit que tu ne pouvais pas. Quand la tristesse t'enferme, ne l'ignore pas, écoute-la, car c'est là que se trouve la leçon dont ton esprit a besoin. Tout ce qui fait mal peut te servir si tu apprends à l'utiliser. Ne cherche pas à éliminer la douleur, cherche à la maîtriser. C'est ce qui distingue celui qui se brise de celui qui se renforce. Rappelle-toi que rien n'est surmonté par la haine, c'est surmonté par la compréhension. Ne deviens pas la personne qui t'a blessé. Ne copie pas le poison qui t'a blessé. Le vrai pouvoir est de rester fort, avec le cœur calme et l'esprit en ordre, alors que tout autour semble tomber. C'est la force qui ne se voit pas, mais qui transforme. La douleur, quand elle est acceptée, se dissout, mais quand elle est niée, elle te consume. Alors, arrête de te demander pourquoi cela s'est passé et commence à te demander pourquoi cela s'est passé. Cette simple question change tout, car elle ne te place plus comme une victime, mais comme l'architecte de ton propre destin. La vie ne te punit pas, elle t'entraîne. Et quand tu comprends enfin cela, quand tu arrêtes de maudire tes blessures et que tu commences à les remercier, tu découvres que chaque coup t'a rapproché de ta meilleure version. Parce que celui qui apprend à transformer la douleur en force devient indestructible. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne se laisse plus dominer par ce qu'il ressent. 3. Observe sans réagir. L'esprit est comme l'eau. Si tu l'agites, tu ne peux pas voir ton reflet. Celui qui apprend à observer sans réagir découvre un pouvoir que peu comprennent, la maîtrise de soi. La plupart des gens agissent par impulsion, répondent avant de penser, parlent avant de comprendre, se laissent emporter par des émotions qu'ils n'arrivent même pas à identifier. Mais la véritable force n'est pas de contrôler le monde, mais de te contrôler toi-même lorsque le monde essaie de te provoquer. Observer sans réagir n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est choisir consciemment de ne pas laisser l'énergie des autres perturber la tienne. Chaque fois que tu décides de rester calme alors que les autres perdent le contrôle, tu démontres ta maturité. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque, ni de te justifier devant chaque jugement. Il y a des batailles qui se gagnent en restant immobile, en analysant le mouvement de l'autre, en attendant le moment exact pour agir, ou simplement en décidant de ne pas agir. Le stoïcisme enseigne que rien d'externe n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui accordes. Si quelqu'un réussit à te perturber, ce n'est pas parce qu'il a de la force, mais parce que tu lui as donné accès à ta paix. L'autocontrôle est la forme de liberté la plus élevée. Lorsque tu apprends à observer, tu peux distinguer ce qui mérite ton attention de ce qui cherche simplement à te provoquer. Ce filtre mental est ce qui différencie le sage de l'impulsif, le fort du faible, celui qui gouverne son esprit de celui qui est gouverné par lui. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le diriger avec conscience.
La colère, la peur, la frustration sont des signaux, pas des ennemis. Si tu les observes sans te laisser consumer, elles t'enseignent ce que tu dois encore travailler en toi. Chaque émotion mal gérée est une opportunité de grandir. Ne réagis pas, analyse. Ne réponds pas, comprends. Parce que lorsque tu comprends d'où vient ta réaction, tu es déjà en train de guérir. Les personnes réactives s'épuisent rapidement. Elles sont prises dans un cycle de frustration et de regret. En revanche, celui qui observe, conserve de l'énergie, choisit ses batailles et devient impénétrable face au chaos. Ce calme est un pouvoir, mais tout le monde ne peut pas l'atteindre. Il nécessite de la discipline, de l'introspection et une volonté inébranlable de ne pas te laisser dominer par ton environnement. Dans un monde où tout le monde a une opinion, où les gens réagissent à tout ce qu'ils voient, rester silencieux est une rareté. Mais c'est là que réside la grandeur. Parce que le silence ne désarme pas seulement le provocateur, il renforce aussi ton esprit. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à la provocation, tu entraînes ton caractère. Et pendant que les autres cherchent de l'attention, tu construis ta présence. Observer sans réagir te permet également de voir les intentions derrière les mots, les modèles derrière les actions. Tu commences à comprendre que beaucoup agissent à partir de leur propre douleur, pas par malveillance. Et cette compréhension te libère, parce que tu ne prends plus rien comme quelque chose de personnel. Tu apprends à laisser passer ce qui t'aurait autrefois détruit. Rien n'est plus admirable que quelqu'un qui reste calme alors qu'il a toutes les raisons de perdre son sang-froid. Cette sérénité ne s'achète pas et ne se feint pas, elle se travaille. Et une fois que tu l'as atteinte, personne ne peut te l'enlever. Parce que celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de gagner des discussions, seulement de rester en paix. Et dans cette paix silencieuse réside la véritable autorité. 4. Clôture les cycles avec fermeté. Il y a des portes qui ne se ferment pas toutes seules. Tu dois les pousser même si ça fait mal. Parfois, il ne s'agit pas de vouloir oublier, mais d'accepter que quelque chose a déjà rempli son but. S'accrocher à ce qui est terminé, c'est comme tenir un verre brisé en espérant ne pas saigner. Fermer un cycle n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de respect envers ce que tu as été et ce que tu es sur le point de devenir. La vie ne te permet pas d'avancer les mains pleines de l'ancien. Si tu ne lâches pas, tu ne peux rien prendre de nouveau. Fermer un cycle ne signifie pas toujours que la douleur disparaît, mais que tu décides de ne plus la nourrir. Le stoïcisme enseigne que tout a un temps, et résister à ce flux naturel est source de souffrance. Ce qui est terminé est terminé. Rester à regarder en arrière ne fait que te voler le présent. Parfois, la chose la plus sage à faire est de dire merci, même si ça fait mal, et de partir sans regarder ce que tu laisses derrière toi. Parce qu'on ne peut pas construire une nouvelle vie avec des morceaux d'un passé qui ne s'ajustent plus. La fermeté à la fin d'un cycle vient de comprendre que tu n'as pas besoin de détruire ce qui était avant, juste de le lâcher avec dignité. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la rancune pour dire « jusqu'ici ». Tu n'as pas besoin de haine pour mettre de la distance. Parfois, un silence suffit, un dernier regard ou simplement la décision de ne pas revenir. Cette décision est du pouvoir. C'est le moment où tu choisis ta paix sur ton ego, ta liberté sur l'habitude, ton évolution sur la répétition. Les gens craignent de fermer les cycles parce qu'ils pensent qu'ils se retrouvent sans rien. Mais en réalité, ce qu'ils perdent n'est que ce qui n'était plus réel. Fermer, c'est nettoyer l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse fleurir. Tu ne peux pas recevoir ce qui t'attend si tu continues à t'accrocher à ce qui t'a blessé. La fermeté n'est pas une question de dureté mais de clarté. Savoir quand une histoire est terminée n'est pas un manque d'amour, c'est de la maturité. Quand tu ne fermes pas bien un cycle, la vie te le répète jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Les visages changent, mais le modèle se répète. Les scénarios se transforment, mais l'émotion est la même. Jusqu'à ce que tu prennes la décision de vraiment lâcher, tu resteras attaché à ce qui n'existe plus. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses soient faciles, mais d'accepter que la croissance fait mal, mais que stagner fait plus mal. Ferme les cycles avec fermeté, même si tu trembles. Tout le monde ne comprendra pas ton silence, mais tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour toi.
parce que tu as besoin de cet espace vide pour te reconstruire, pour rediriger ton énergie vers ce qui t'appartient vraiment. Parfois, la paix arrive déguisée en solitude, et la liberté commence par un adieu. Le stoïcien comprend que rien n'est éternel, que tout a un début et une fin, et que la sagesse est de marcher sans chaîne. Quand tu apprends à fermer ce qui te fait mal, tu deviens invincible face au passé. Tu ne vis plus en réagissant, tu vis en choisissant. Et quand tu choisis de fermer avec fermeté, même si la nostalgie te poursuit, tu déclares que ton histoire n'est plus écrite depuis la douleur, mais depuis la conscience. Fermer les cycles, ce n'est pas oublier, c'est honorer ce qui a été vécu et avancer la tête haute. C'est regarder le passé sans ressentiment, remercier l'enseignement et lâcher le poids. Parce qu'il n'y a pas de plus grande preuve de force que d'avoir le courage de dire « ceci n'est plus » et de le faire avec sérénité. Quand tu y arrives, l'avenir cesse d'être incertain et devient une opportunité propre, prête à être écrite avec une nouvelle version de toi. 5. Pardonne et continue ton chemin. La rancune est une chaîne invisible qui pèse plus lourd que n'importe quelle pierre. Elle te fait avancer avec le passé sur ton dos, te vole ton énergie et t'ancre au même endroit. Pardonner ne signifie pas justifier ce qu'on t'a fait, mais te libérer de ce qui te retient encore. Les gens ont tendance à confondre le pardon avec la réconciliation, mais ils ne vont pas toujours de pair. Tu peux pardonner et ne pas revenir, tu peux lâcher prise et ne pas regarder en arrière. C'est le type de pardon qui guérit vraiment. Celui qui ne cherche pas à effacer ce qui s'est passé, mais à faire la paix avec pour pouvoir continuer. Le stoïcisme enseigne que ce qui te perturbe n'est pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. Si tu t'accroches à la rancune, tu la nourris chaque jour avec tes pensées, et sans t'en rendre compte, tu deviens prisonnier de ton propre esprit. Pardonner est une façon de briser cette prison. Tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi, parce que tu comprends que t'accrocher à la douleur, c'est continuer à donner du pouvoir à celui qui t'a blessé. Tu cesses d'être une victime et tu deviens maître de ta paix. Parfois, le pardon ne vient pas avec des mots, mais avec de la distance. Tu n'as pas à envoyer un message, ni à donner des explications, ni à chercher à clore des histoires avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Le pardon se pratique en silence, lorsque tu décides d'arrêter de penser à la douleur, lorsque tu choisis le calme plutôt que la confrontation. C'est un acte d'intelligence émotionnelle, une déclaration silencieuse que tu ne vas plus dépenser d'énergie dans ce qui ne peut pas être changé. Pardonner, c'est aussi accepter que tu as toi-même fait des erreurs, qu'il y a eu des moments où tu as agi par ego, par peur ou par ignorance. Apprendre à te pardonner est encore plus difficile que de pardonner aux autres, parce que cela implique de te regarder sans masque et de reconnaître tes erreurs sans te punir. Mais le faire te donne la liberté, parce que tu comprends que personne n'évolue sans trébucher. Le pardon ne efface pas le passé, il le requalifie. Il te permet de regarder en arrière sans colère, de voir ce qui s'est passé avec clarté et de comprendre que chaque blessure t'a appris quelque chose. Tu ne peux pas avancer si tu continues à répéter mentalement la même histoire de ce qu'on t'a fait. À un moment donné, tu dois dire stop, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites la tranquillité. Et quand tu le fais, le passé perd son pouvoir sur toi. Beaucoup pensent que garder la rancune est une forme de justice, mais en réalité c'est une forme d'esclavage émotionnel. Pendant que tu continues à penser à ce qui t'a blessé, l'autre continue sa vie. Alors, pourquoi rester attaché à quelque chose qui n'existe plus? Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Tout n'a pas besoin d'être équilibré, ni tout besoin de se terminer par un pardon explicite. Parfois, l'équilibre arrive quand tu choisis le silence et que tu avances. La vie ne s'arrête pas pour que tu restes à regretter ce qui s'est passé. Avance, et si tu ne le fais pas avec elle, tu restes coincé dans ton propre marasme. Pardonner, c'est bouger. C'est choisir la légèreté plutôt que le poids, la clarté plutôt que la culpabilité. C'est comprendre que chaque personne a agi à son niveau de conscience et que tu n'as plus à porter cela. Le pardon stoïcien ne cherche pas à se réconcilier avec le passé, mais à en apprendre.
C'est comprendre que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour construire la force que tu as aujourd'hui. Pardonner et continuer ton chemin n'est pas oublier, c'est élever. C'est regarder la douleur sans haine et la transformer en compréhension. Car celui qui apprend à pardonner sans rancune et à avancer sans regarder en arrière atteint un pouvoir que peu possèdent, le contrôle absolu de sa propre paix. 6. Renforce-toi dans la solitude. La solitude ne détruit pas, elle purifie. C'est le feu invisible qui brûle les distractions et ne laisse que l'essentiel. Celui qui ne sait pas être seul ne se connaît pas lui-même. Et celui qui ne se connaît pas finit par être tout ce que les autres veulent qu'il soit. La société craint le silence parce qu'il oblige à s'écouter, mais c'est dans cette écoute que naît la clarté. La solitude n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est la salle de sport de l'âme, où tu apprends à te soutenir sans dépendre de personne. Le monde t'apprend à t'entourer, à ne pas rester seul, à chercher de la compagnie comme si la présence des autres était une preuve de valeur. Mais la véritable force surgit lorsque tu peux te regarder sans fuir ce que tu vois. Dans la solitude, tes peurs cessent de se cacher, tes insécurités se montrent sans filtre et tes pensées cessent d'avoir un public. C'est là que se forge la discipline mentale, où tu apprends à être ta propre compagnie et à trouver un équilibre sans avoir besoin de validation. Le stoïcisme enseigne que le sage est autosuffisant, non pas parce qu'il n'a besoin de personne, mais parce que sa paix ne dépend pas des autres. Se renforcer dans la solitude, c'est cesser de chercher refuge à l'extérieur. C'est reconnaître que le calme ne vient pas des circonstances, mais du contrôle intérieur. Lorsque tu t'habitues à être avec toi-même, tu cesses de mendier de l'attention, tu cesses de craindre le silence, et tu commences à t'écouter avec sincérité. Beaucoup évitent la solitude parce qu'elle les confronte à leur propre vide. Mais ce vide n'est pas là pour te faire peur, mais pour que tu le remplisses de sens. La solitude est le terrain fertile où germent les idées, les rêves et l'introspection. C'est l'espace où tu apprends à distinguer entre ce que tu désires et ce dont tu as besoin. Où tu découvres que la compagnie n'est pas toujours synonyme de connexion et que la paix intérieure vaut plus que toute conversation forcée. Se renforcer dans la solitude signifie aussi savoir rester calme lorsque personne ne t'applaudit, lorsque personne ne te voit. C'est entraîner l'esprit à ne pas dépendre de la reconnaissance. Ce que tu fais quand tu es seul montre qui tu es vraiment. Si dans ce silence tu choisis de grandir, de lire, de méditer, de créer, alors ta solitude devient un pouvoir. Mais si tu la remplis de distractions, tu ne fais que fuir de toi-même. Le silence prolongé enseigne ce que le bruit cache. Tu apprends à observer avec plus d'attention, à penser avant de parler, à ressentir avant d'agir. Ton esprit devient plus ordonné, ton intuition plus précise et tes émotions plus stables. Chaque heure que tu passes en paix avec toi-même est un investissement dans ta force émotionnelle. Personne ne peut manipuler celui qui se sent complet en étant seul. Le stoïcien ne craint pas la solitude, il l'utilise. Il la transforme en son allié pour comprendre le monde sans se perdre en lui. Parce que celui qui se renforce dans la solitude peut aimer sans dépendre, peut servir sans se sacrifier, peut être accompagné sans se perdre dans les autres. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence pure. C'est le moment où tu deviens ta propre ancre, ton propre refuge, ton propre foyer. Quand tu cesses de craindre d'être seul, rien ni personne ne peut t'utiliser pour combler ces vides. Tu ne cherches plus, tu choisis. Tu n'implores plus, tu observes. Et quand tu atteins ce point de sérénité intérieure, tu comprends que la solitude ne t'a pas rendu dur, elle t'a rendu libre. Parce que tu as appris la leçon la plus importante de toutes. Celui qui peut être en paix avec lui-même peut être en paix avec le monde. 7. Choisis d'avancer, pas de discuter. Il y a des chemins qui ne se parcourent pas avec des pas, mais avec des décisions. Choisir d'avancer quand on te provoque, quand on te sous-estime ou quand on cherche à te rabaisser à leur niveau est une preuve de maîtrise de soi. Discuter avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Tu ne gagnes rien, tu ne fais que te consumer dans la même flamme que l'autre a allumée.
La maturité se démontre quand tu ne ressens plus le besoin d'avoir raison, mais la paix de continuer à marcher. Le stoïcisme enseigne que les jugements des autres sont hors de ton contrôle, et dépenser de l'énergie pour les changer est une forme d'esclavage émotionnel. Celui qui discute par orgueil finit par se vider, car l'ego ne se rassasie pas de vérité, mais de victoire. Mais la véritable victoire n'est pas de gagner une discussion, mais de conserver ta sérénité. Si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de te défendre. Si ton but est clair, tu ne t'arrêtes pas pour ceux qui ne le comprennent pas. Choisis d'avancer. Non pas parce que tu ne peux pas parler, mais parce que tu préfères le silence du progrès au bruit du conflit. Chaque minute que tu passes à expliquer ta valeur à quelqu'un qui ne la voit pas est du temps perdu que tu pourrais consacrer à la renforcer. Tout ne mérite pas une réponse, et tous les chemins n'ont pas besoin de témoins. Le sage n'utilise pas de mots pour convaincre, il démontre par des actes. L'action est son argument, le résultat sa défense. Discuter avec quelqu'un qui vit par l'émotion, c'est entrer dans une bataille déjà perdue. Tu ne peux pas raisonner avec quelqu'un qui cherche à avoir le dernier mot. C'est pourquoi l'autocontrôle devient ta meilleure stratégie. Garder son calme face à la provocation n'est pas de la passivité, c'est de la force. Ne pas céder à la nécessité d'expliquer l'évident est une forme de respect envers soi-même. Le silence ne signifie pas toujours la reddition. Parfois, c'est simplement de l'intelligence. Avancer est plus puissant que répondre. Chaque fois que tu choisis de bouger sans regarder en arrière, tu désarmes celui qui voulait t'arrêter. Les gens qui cherchent à discuter le font parce qu'ils ne peuvent pas t'égaler en action, ils essaient juste de te distraire. La concentration est une arme, et celui qui la maîtrise gagne sans combattre. Au lieu de dépenser de l'énergie en mots, investis-la dans le progrès. Que tes résultats parlent pour toi, que ta croissance soit la réponse que personne ne peut réfuter. Il y a ceux qui vivent du conflit, se nourrissent du drame et ont besoin d'opposition pour se sentir vivants. Ne leur donne pas ce privilège. Quand tu restes serein, tu désarmes leurs intentions. Le silence déconcerte plus que n'importe quel cri. C'est la réaction la plus inconfortable pour celui qui attend une bataille. Avancer sans regarder en arrière n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. C'est comprendre que ton énergie vaut plus qu'une discussion stérile. La vie récompense celui qui se concentre, pas celui qui se défend. Pendant que les autres discutent, tu construis. Pendant qu'ils s'épuisent à démontrer, tu grandis en silence. Et quand ils voient enfin tes résultats, il est déjà trop tard pour discuter avec toi. Parce qu'il n'y a pas d'argument plus fort qu'une réalité accomplie. Le stoïcien choisit le mouvement plutôt que le bruit. Il n'a pas besoin d'approbation, car son but le guide. Et quand tu comprends cela, tu découvres qu'avancer n'est pas fuir, c'est transcender. Tu apprends à laisser les autres avoir raison pendant que tu continues ton chemin. Parce que celui qui discute cherche de l'attention, mais celui qui avance cherche la transformation. Et dans cet équilibre silencieux entre le contrôle et l'action, se trouve la véritable autorité, celle de celui qui n'a pas besoin de répondre pour démontrer son pouvoir. 8. Sois une présence qui impose le respect. Le feu ne demande pas la permission de brûler, il le fait simplement. Ta présence doit être ainsi, calme, ferme et consciente de sa puissance. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour être entendu, ni d'exiger le respect pour l'obtenir. Le véritable respect s'impose avec cohérence, avec le calme de celui qui n'a pas besoin d'approbation et avec la force silencieuse de celui qui sait qui il est. Les gens oublient les mots, mais ils n'oublient jamais comment tu les as fait se sentir lorsque tu étais présent. Devenir quelqu'un qui impose le respect n'a rien à voir avec l'apparence, mais avec l'énergie que tu projettes. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le plus grand pouvoir de l'être humain, et cette vertu se manifeste dans chaque geste, chaque regard, chaque décision que tu prends. Lorsque tu es cohérent entre ce que tu penses, dis et fais, tu irradies une autorité naturelle qui ne peut être feinte. Les gens perçoivent la différence entre celui qui réagit impulsivement et celui qui agit avec un but. Le respect naît de la maîtrise de soi. Tu ne peux pas l'exiger si tu ne te respectes pas d'abord. La façon dont tu te parles, les limites que tu établis,
Les choses que tu tolères ou rejettes sont des messages constants au monde sur combien tu valorises ta paix. Celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin de s'imposer, car son comportement donne le ton de toutes ses relations. Il ne s'agit pas d'intimider, mais d'inspirer confiance et force. Les personnes qui rayonnent de respect ne cherchent pas à plaire, elles cherchent à être authentiques. Elles n'ont pas besoin d'être partout, ni d'être le centre d'attention. Leur seule présence change l'énergie d'une pièce. Elles parlent peu, mais quand elles le font, chaque mot a du poids. Elles marchent avec sérénité, pas avec arrogance. Elles ne font pas de compétition, elles sont simplement. Leur force vient d'avoir traversé le feu et d'en être sorties plus trempées, pas plus dures. Imposer le respect n'est pas ériger des murs. C'est rester fidèle à ses principes, même lorsque les autres ne le font pas. C'est dire non quand tout le monde cède, c'est garder son calme quand tout le monde crie, c'est rester ferme quand tout s'effondre. Les gens respectent celui qui ne change pas son essence par commodité. Cette stabilité, cette cohérence interne, c'est ce qui différencie un leader de celui qui cherche simplement de l'attention. Ta présence se renforce avec chaque décision que tu prends en silence. Lorsque tu choisis de ne pas te rabaisser, lorsque tu ne réponds pas avec la même énergie avec laquelle on t'attaque, lorsque tu gardes le regard serein et le cœur tranquille, tu construis de l'autorité. Pas l'autorité imposée par la peur, mais celle qui est gagnée par l'équilibre. Le respect authentique ne naît pas de la peur, mais de l'admiration envers celui qui se gouverne lui-même. Le stoïcien ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la maîtrise. Il maîtrise ses impulsions, ses mots, ses émotions. Et cette discipline le transforme en quelqu'un qui inspire le respect sans même essayer. Lorsque ton esprit est ordonné, ton énergie devient magnétique, ton silence parle plus que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur, tu la transmets avec ta présence. Le véritable respect ne se mendie pas, il se projette. Il ne s'exige pas, il se gagne. Et il se gagne lorsque tu agis avec un but, lorsque tu ne tombes pas dans les provocations, lorsque chaque mouvement reflète la clarté. Les personnes qui vivent de la réaction sont prévisibles, celles qui vivent du contrôle sont imprévisibles, et c'est pourquoi on les respecte. Être une présence qui impose le respect n'est pas une question de force physique ou de statut, c'est une question de caractère. C'est marcher avec la certitude que tu n'as rien à prouver. C'est soutenir le regard sans peur et garder l'âme sereine même lorsque le monde est en désordre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La vie ne cherche pas à te plaire, elle cherche à te réveiller. Chaque coup, chaque perte et chaque déception sont des messages déguisés en douleur. Tout ce qui t'arrive a une fonction, même si parfois il est douloureux de le reconnaître. La souffrance n'arrive pas pour te punir, mais pour te former. Et si tu continues à fuir, tu ne comprendras jamais qui tu es, ni pourquoi tu es ici. Le but n'apparaît pas dans les jours faciles. Il apparaît lorsque la réalité te force à regarder à l'intérieur. Quand le silence pèse plus que les mots et que la vie te pousse jusqu'à te forcer à changer. C'est là que commence la compréhension. Quand tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je dois apprendre de cela ?» Le stoïcisme enseigne que rien n'est un hasard. Chaque expérience, même les plus dures, fait partie d'un ordre plus grand, d'une raison que l'âme ne comprend pas encore. Ce qui semble être le chaos est une leçon en cours. Ce qui fait mal aujourd'hui sera ta base demain. La vie ne te prend pas, elle te prépare. Elle ne te détruit pas, elle te forme. C'est pourquoi ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort, mais pour ceux qui cherchent de la clarté. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de la transformer en but, d'utiliser le feu comme un outil, pas comme une condamnation. Si tu es prêt à voir le sens derrière chaque expérience, ce voyage te changera, parce que tout ce qui est vécu a un but. Ce qui blesse enseigne, ce qui fait mal transforme, et ce que tu croyais perdu en réalité te guidait vers ta véritable force. 1.
Accepte la douleur et apprends d'elle. La douleur est comme un feu qui ne demande pas la permission de brûler. Elle arrive, consume, transforme et laisse des marques qui, si tu sais les lire, deviennent les cicatrices les plus sages de ta vie. Mais la plupart fuient ce feu, essayant de l'éteindre avec des distractions, du déni, des excuses. Ils ne comprennent pas que la douleur n'est pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner ce que tu as encore besoin d'apprendre. La vie n'utilise pas de mots doux pour éveiller la conscience. Elle utilise des pertes, des déceptions, des fins abruptes et des silences prolongés. Parce que parfois l'âme n'apprend que lorsque le corps ne peut plus soutenir le mensonge que tout va bien. Accepter la douleur ne signifie pas te résigner. Cela signifie reconnaître que ce qui s'est passé ne peut pas être changé, mais peut te transformer. La résistance prolonge la souffrance. L'acceptation la transforme en sagesse. Tout ce que tu nies te poursuit. Tout ce que tu comprends te libère. C'est pourquoi le stoïcisme insiste pour regarder l'adversité en face, non pas du point de vue de la victimisation, mais de la compréhension que la douleur fait partie du processus naturel de croissance humaine. Marc Aurèle a écrit que la pierre qui obstrue le chemin devient le chemin. Et c'est là l'essence de la force intérieure, utiliser les obstacles comme matière première pour la transformation. Chaque expérience douloureuse vient avec un message caché. Peut-être que cet amour qui est parti t'enseignait à ne pas mendier d'affection. Peut-être que la trahison qui t'a brisé t'a montré qui tu étais vraiment sans le masque de la dépendance. Peut-être que cette perte qui a tant fait mal t'a appris que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Tout ce qui fait mal te pousse vers une version plus honnête de toi-même, une qui ne cherche plus à tout comprendre, mais à tout accepter avec sérénité. La maturité n'arrive pas quand tu surmontes la douleur, mais quand tu apprends à marcher avec elle sans te laisser consumer. Accepter la douleur ne t'affaiblit pas, elle te purifie. Elle te dépouille d'illusions, d'attentes, de dépendances inutiles. Elle te force à affronter ton propre reflet sans fioriture ni excuse. Et là, dans cette nudité émotionnelle, commence la reconstruction. Parce que la douleur t'arrache la peau du superficiel pour te montrer l'essentiel. Il n'y a pas d'autre chemin vers la force que de traverser la fragilité. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu n'as pas affronté la tempête de l'âme. Le stoïcien comprend qu'il ne contrôle pas ce qui se passe, mais qu'il contrôle sa réponse. Et cette réponse définit son destin. Lorsque tu choisis d'apprendre de la douleur, tu deviens un observateur de la vie, pas sa victime. Tu commences à voir que chaque difficulté apporte une opportunité de te connaître davantage, de discipliner ton esprit, de forger ton esprit. Et c'est le but caché de chaque blessure, te transformer en quelqu'un de plus conscient, de plus résistant, de plus sage. Accepter la douleur, c'est accepter la vie telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. C'est reconnaître que le feu brûle, mais purifie aussi. Que la blessure fait mal, mais enseigne aussi. Que chaque chute révèle une force que tu ne connaissais pas. Quand tu arrives à regarder la douleur sans peur, tu te rends compte qu'elle a toujours été ton professeur le plus honnête. Elle n'est pas venue pour te punir. Elle est venue pour te montrer ce que tu n'avais pas encore appris à voir. Accepter la douleur et apprendre d'elle n'est pas un acte de capitulation, c'est un acte de pouvoir. Parce que pendant que les autres continuent à fuir, tu choisis de rester, de regarder, de comprendre. Et c'est à ce moment-là que tu cesses d'être prisonnier de ce qui te fait mal pour devenir l'architecte de ta propre croissance. 2. Entraîne ton esprit avec discipline. L'esprit est comme un champ sauvage qui, s'il n'est pas cultivé, se remplit de mauvaises herbes. Des pensées incontrôlées, des émotions débordantes, des peurs qui surgissent là où devraient me pousser des certitudes. Beaucoup cherchent à dominer le monde extérieur sans avoir appris à gouverner leur propre intérieur et finissent par être esclaves de ce qu'ils pensent et ressentent. Le véritable entraînement ne commence pas dans la salle de sport, ni dans la routine quotidienne. Il commence dans la tête, où chaque pensée décide si tu avances ou te sabotes. La plupart se lèvent et laissent leur esprit prendre le contrôle sans filtre. Ils pensent n'importe quoi, ressentent n'importe quoi, réagissent comme bon leur semble. Ils se fâchent parce que quelqu'un n'a pas répondu à un message. Ils se frustrent parce que quelque chose n'a pas marché comme prévu.
Ils se comparent à ce qu'ils voient sur un écran. Et c'est ainsi qu'ils vivent, totalement dominés par des impulsions qu'ils ne remettent même pas en question. Mais le stoïcien ne permet pas cela. Le stoïcien comprend que l'esprit est son principal outil, et que s'il ne l'entraîne pas, c'est lui qui l'entraînera. Entraîner l'esprit avec discipline, c'est observer tes pensées sans t'identifier à elles. C'est remarquer quand une émotion essaie de manipuler ton comportement et avoir la force suffisante pour ne pas lui obéir. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de le comprendre et de le diriger. L'esprit est puissant, mais il a besoin de direction. Sans discipline, il devient un ennemi silencieux qui te sabote avec des excuses, des doutes et des peurs. Avec discipline, il devient le soldat le plus loyal que tu auras à ton avantage. Chaque jour offre l'opportunité de s'entraîner. Quand quelque chose t'irrite et que tu choisis de ne pas réagir. Quand tu ressens de la peur et que tu décides d'avancer quand même. Quand tu es fatigué et que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais. Ces moments invisibles sont ton véritable gymnase mental. Tu n'as pas besoin de grands discours ni de motivations externes, tu as besoin de constance. Ce que tu fais tous les jours façonne ton caractère beaucoup plus que ce que tu penses de temps en temps. L'esprit discipliné ne cherche pas le plaisir immédiat, il cherche un but. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il évalue, comprend, décide. Quand tu entraînes ton esprit, tu apprends à répondre intelligemment plutôt qu'à réagir impulsivement. Tu apprends à penser avant de parler, à écouter avant de juger, à agir avant de renoncer. C'est la différence entre celui qui vit à la dérive et celui qui prend le contrôle de son destin. La philosophie stoïcienne enseigne que la liberté commence par la pensée. Si tu es esclave de tes émotions, aucun argent, succès ou pouvoir ne peut te sauver. Si tu maîtrises ton esprit, aucune circonstance extérieure ne peut te renverser. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais d'être conscient, de ne pas laisser le chaos interne se refléter dans tes décisions. Le calme est le résultat d'un esprit entraîné, pas d'une vie sans problème. Entraîner l'esprit n'est pas une tâche d'un jour, c'est un engagement de vie. Cela nécessite de la discipline, de la patience et de la connaissance de soi. C'est se lever chaque matin avec la décision de ne pas se laisser vaincre par ce que tu ressens, mais de te guider parce que tu sais être juste. Parce que quand tu contrôles ton esprit, tu contrôles ta réalité. Tout le reste, succès, paix, force, vient en conséquence. Chaque pensée que tu choisis de cultiver est une graine. Si tu sèmes la peur, tu récolteras l'anxiété. Si tu sèmes le courage, tu récolteras la liberté. Entraîne ton esprit comme celui qui entraîne un muscle, avec constance, avec rigueur, avec amour pour le processus. Ne cherche pas des résultats rapides, cherche l'évolution. L'esprit ne se conquiert pas une fois, il se conquiert tous les jours. Et quand tu y parviens, aucun obstacle extérieur ne sera plus fort que ton maîtrise interne. 3. Écris pour organiser tes pensées. Le chaos mental ressemble à une pièce sombre, remplie d'objets en désordre. Tu trébuches sur tes idées, tu te heurtes à tes émotions et tu ne sais pas par où commencer à nettoyer. Écrire allume la lumière. Cela ne résout pas le désordre immédiatement, mais cela te permet de voir ce qui était auparavant caché. Chaque mot mis sur papier est une façon de sortir du corps ce que l'âme ne sait pas comment traiter. Quand tu écris, tu organises le bruit intérieur et tu donnes forme à l'invisible. L'esprit accumule trop. Pensées non fermées, émotions non exprimées, conversations restées en suspens, peurs qui ne sont pas nommées. Tout cela devient un poids. L'écriture n'est pas seulement une pratique intellectuelle, c'est une forme de décompression émotionnelle. En écrivant, l'esprit lâche prise. Le chaos commence à avoir une structure. Et quand tu comprends, tu peux transformer. Le stoïcisme enseignait que la réflexion écrite était essentielle pour vivre avec clarté. Marc Aurèle n'écrivait pas pour les autres, il écrivait pour lui-même. Ses méditations étaient une façon d'organiser son esprit avant de faire face à la journée. C'est de la discipline mentale en action. Se regarder sans mentir, analyser ses propres jugements, corriger le cap. Tu n'as pas besoin d'être philosophe pour le faire. Il suffit de prendre un cahier et d'écrire ce qui te fait mal, ce qui te confond, ce que tu ne comprends pas de toi.
parce que dans cette sincérité silencieuse naît la lucidité. Écrire ne s'agit pas toujours de trouver des réponses, mais d'apprendre à formuler les bonnes questions. L'esprit a besoin de direction, et les mots la fournissent. En écrivant, tu te sépares de la pensée répétitive. Tu la regardes de l'extérieur. Et cet acte de distance te permet de répondre avec sagesse au lieu de réagir impulsivement. Chaque phrase écrite est une conversation entre celui que tu étais et celui que tu essaies d'être. Quand une émotion te domine, écris-la. Quand une idée te poursuit, écris-la. Quand tu ne sais pas quoi faire, écris ce que tu ressens sans filtre. Ne cherche pas le style, cherche la vérité. Le papier ne te juge pas, il reflète simplement ce qui est vraiment à l'intérieur. Et quand tu vois ton intérieur traduit en mots, quelque chose change. Tu te rends compte que tout ce que tu penses n'est pas vrai, que beaucoup de soucis ne sont que du bruit, et que tes émotions, quand elles sont comprises, perdent leur pouvoir sur toi. L'écriture quotidienne est un exercice d'autogouvernement. Elle t'oblige à te confronter à toi-même, sans distraction. Elle t'apprend à reconnaître les schémas mentaux, à détecter les pièges de l'ego, à séparer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Écrire est une façon d'observer l'âme avec précision. Et celui qui observe avec attention s'améliore. La clarté ne vient pas de penser plus, elle vient de penser mieux. Et cela n'est possible que lorsque la pensée est organisée en dehors de la tête. Au final, écrire est une forme de méditation active. Alors que d'autres se noient dans la confusion, tu t'assois, tu écris et tu libères. Ce qui fait mal se dissout dans les mots. Ce qui pèse devient léger. Ce qui était sombre s'éclaire avec l'encre. Peu importe si personne ne le lit. L'important est que tu te lises toi-même. Chaque ligne écrite est une façon de guérir, de te connaître, de maîtriser le chaos interne. Parce que celui qui écrit avec sincérité cesse d'être l'esclave de la pensée et devient son observateur. Et quand tu y parviens, l'esprit cesse d'être un labyrinthe et se transforme en une carte. Écrire n'est pas un passe-temps, c'est un outil de transformation. C'est le miroir le plus honnête que tu auras et la preuve la plus silencieuse de ta croissance intérieure. 4. Transforme ton dialogue interne. Il y a une voix qui t'accompagne depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes. Ce n'est pas celle du monde extérieur, c'est celle qui habite dans ton esprit. Cette voix peut te soulever ou te détruire. Elle peut transformer un problème en une opportunité ou une opportunité en un échec anticipé. Ce que tu te dis à toi-même en silence a plus de pouvoir que n'importe quel mot que tu entends des autres. L'esprit répète ce en quoi il croit le plus. Et si ton dialogue interne est contaminé, tu finiras par vivre dans tes propres limites. L'ennemi le plus persistant n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il vit dans l'écho de tes pensées, dans des phrases que tu as apprises quand tu étais enfant, dans des blessures qui n'ont jamais guéri. Cette voix qui te dit « tu ne peux pas, tu n'es pas assez, tu vas échouer » n'est pas la tienne. C'est le reflet des expériences non résolues et des insécurités que d'autres ont laissées en toi. Transformer ton dialogue interne n'est pas l'ignorer, c'est le rééduquer. C'est prendre la voix qui te freinait avant et la transformer en celle qui te pousse. Chaque pensée répétée devient une croyance. Si tous les jours tu te parles avec culpabilité, tu finis par agir comme si tu ne méritais rien de bon. Si tu te parles avec peur, tu commences à voir du danger partout. Mais si tu commences à te parler avec respect, ton esprit commence à croire que tu es capable. Ce n'est pas une idée romantique, c'est un fait psychologique. Le langage façonne la perception, et la perception façonne la réalité. Le stoïcisme le savait. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui perturbent l'être humain, mais l'interprétation qu'il en fait. Ton dialogue interne est cette interprétation. Le transformer nécessite de la conscience. Tu ne peux pas changer ce que tu n'observes pas. Commence par écouter comment tu te parles quand quelque chose va mal. Tu te blâmes ou tu te comprends. Tu t'insultes ou tu te corriges. Tu t'enfonces ou tu t'analyses. La différence entre celui qui se détruit et celui qui grandit réside dans la façon dont il se parle à lui-même après une erreur. L'autocritique sans compassion paralyse, mais la réflexion avec fermeté construit le caractère. La voix intérieure doit être exigeante, mais aussi juste.
Te parler clairement ne signifie pas te mentir avec des phrases de motivation vides. Cela signifie reconnaître tes erreurs sans les transformer en condamnation. Te dire la vérité sans te mépriser pour cela. L'esprit a besoin de direction, pas de punition. Si chaque pensée devient une bataille, tu t'épuises. Mais si tu apprends à transformer cette voix en ton allié, tu récupères du pouvoir. Parce que celui qui se parle avec équilibre se gouverne lui-même. Et celui qui se gouverne est libre. Le dialogue interne peut être un outil d'entraînement mental. Avant de réagir, respire et parle-toi. Avant de renoncer, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Avant de perdre ton calme, répète que tu contrôles ta réponse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Chaque pensée consciente remplace une pensée automatique. Chaque phrase d'autocontrôle remplace une phrase d'autodestruction. Avec le temps, cette voix cesse d'être ton ennemi et devient ton guide. Transformer ton dialogue interne, c'est cesser d'être le bourreau de ton esprit et devenir son mentor. C'est comprendre que la force ne réside pas dans le fait de faire taire la voix négative, mais dans le fait de lui apprendre à parler avec sagesse. Parce que tu ne peux pas éliminer tes pensées, mais tu peux leur apprendre à te servir plutôt qu'à te saboter. Au final, la façon dont tu te parles détermine la façon dont tu vis. Si ton esprit est un lieu hostile, aucun accomplissement ne sera suffisant. Mais si tu le transformes en un espace d'ordre et de compréhension, aucune difficulté ne pourra te briser. 5. Renforce ton caractère avec des micro-habitudes. Le caractère ne se forge pas dans les grands moments, mais dans les petits actes que tu répètes lorsque personne ne te regarde. Chaque décision quotidienne, aussi minime soit-elle, est un coup de ciseau sur la pierre de ton identité. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de maîtriser l'ordinaire. Car alors que la majorité attend un changement soudain, le stoïcien sait que la transformation naît dans la constance silencieuse. Beaucoup veulent de la force intérieure, mais peu sont prêts à la construire pas à pas. Ils pensent que le caractère vient de l'inspiration ou de la chance, alors qu'en réalité, il se forme avec des habitudes simples et répétées jusqu'à l'épuisement. Se réveiller à l'heure que tu as dite, tenir tes promesses, finir ce que tu as commencé. Chaque acte de discipline est une déclaration de pouvoir sur toi-même. Tu n'as pas besoin d'un nouveau départ, tu as besoin d'un nouvel engagement envers la cohérence. Les micro-habitudes sont la structure invisible qui soutient ta croissance. Elles ne cherchent pas la reconnaissance, elles cherchent la stabilité. Elles ne poursuivent pas des résultats immédiats, elles cherchent une transformation permanente. Si chaque jour tu t'améliores un peu, tu renforces la partie de toi qui ne renonce pas. L'esprit apprend par la répétition, l'âme par l'intention. Et lorsque les deux travaillent ensemble, le changement devient inévitable. Le stoïcisme ne propose pas de grands gestes héroïques, il propose la constance de l'autocontrôle. Sénèque disait que personne ne devient sage par hasard. La sagesse et le caractère se construisent dans la pratique quotidienne. Le micro-habitude de réfléchir avant de parler, de remercier avant de se plaindre, d'agir avant de regretter, sont les bases d'une vie solide. Chaque choix minime que tu fais consciemment renforce le muscle invisible de la volonté. Le problème est que beaucoup attendent la motivation pour agir, alors qu'en réalité, l'action constante génère la motivation. Tu ne te renforces pas parce que tu penses faire, mais parce que tu fais, même quand tu n'en as pas envie. Le caractère grandit lorsque tu tiens tes promesses, même si personne ne t'applaudit. Il est facile de rester ferme lorsque tout va bien, mais la véritable discipline se mesure lorsque tu es fatigué, découragé ou seul. Si tu peux maintenir le cap dans ces moments, tu formes quelque chose d'inébranlable. Les micro-habitudes sont aussi une forme de résistance au chaos. Dans un monde où la distraction domine, celui qui parvient à maintenir son focus quotidien devient invulnérable. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu as besoin de changer la façon dont tu vis un seul jour et de le répéter. Chaque matin est une occasion de réaffirmer qui tu es. Et chaque soir, une occasion de corriger ce qui a échoué sans perdre foi en toi. Renforcer le caractère ne signifie pas être parfait, mais être constant.
Il n'y a pas de croissance sans faux pas, mais il n'y a pas non plus de faux pas qui ne puissent t'apprendre quelque chose si tu sais l'observer. Chaque erreur peut devenir un rappel de ce que tu dois encore améliorer, et chaque amélioration, un témoignage que tu avances. La somme de ces petits pas crée une stabilité qu'aucun coup externe ne peut briser. Le caractère n'est pas un don, c'est une conséquence. Une conséquence de choisir la discipline plutôt que le confort, l'action plutôt que l'excuse, la cohérence plutôt que l'impulsion. Les micro-habitudes ne changent pas seulement ta routine, elles changent ta perception. Elles t'apprennent à avoir confiance en toi, à te respecter, à te soutenir, même lorsque personne ne le fait. Et c'est la base de la véritable force. Savoir que tu es capable de tenir ta parole, même si personne ne te regarde. 6. Réponds avec calme, pas avec impulsion. Les émotions sont comme des vagues qui frappent fort quand tu t'y attends le moins. Si tu n'apprends pas à rester ferme, elles t'emportent sans que tu t'en rendes compte. Mais si tu observes avant de bouger, tu découvres que la vague perd de sa puissance quand tu ne lui fais pas face avec résistance, mais avec équilibre. Dans la vie, le calme ne signifie pas faiblesse, il signifie maîtrise. Et celui qui maîtrise sa réaction a plus de pouvoir que celui qui domine les autres. Chaque jour, tu es exposé à des provocations, des injustices, des mots qui blessent et des moments qui défient ta patience. La plupart réagissent sans réfléchir. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil ou la peur, comme si l'impulsion était plus forte que la raison. Cependant, les stoïciens comprenaient que la réaction immédiate est le plus grand ennemi de la sagesse. Parce que la première pensée vient de l'instinct, mais la réponse consciente vient du caractère. La différence entre les deux définit ton destin. Répondre avec calme n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est le comprendre. L'émotion ne disparaît pas parce que tu l'ignores, elle se dissout quand tu la comprends. Si quelqu'un t'offense, l'esprit non entraîné cherche à rendre le coup. Mais l'esprit discipliné observe l'émotion, la reconnaît et choisit de ne pas lui obéir. Cette pause entre l'impulsion et l'action est là où réside ta liberté. Le stoïcien n'agit pas pour se défouler, il agit pour garder son pouvoir interne intact. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est la capacité de voir la situation complète avant d'agir. Dans la guerre émotionnelle, celui qui se laisse emporter par la rage perd le contrôle. Celui qui attend et analyse gagne. Parce que le calme te permet de répondre depuis la raison, pas depuis la blessure. Et quand tes décisions ne naissent pas de la colère ni de la peur, mais de la clarté, ta vie commence à changer. Chaque conflit devient une opportunité de pratiquer la maîtrise personnelle. Les personnes fortes